Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h35 sur studiokalita.com. C'est effectivement l'heure de la revue de la presse et des médias, des sites d'information israéliens, des médias, des quotidiens, des sites d'information qui consacrent bien évidemment ce matin leur manchette et souvent leur première page dans son intégralité au massacre de Las Vegas, à ces 59 tués, plus de 500 blessés. Les journaux, les médias, les sites d'information relatent à l'aide de cartes montrant la scène du crime, comment Stephen Paddock a tiré de sang-froid à partir de sa chambre d'hôtel dans le Mandala Bay sur des milliers de personnes venues assister à un concert donc de musique country américaine. Les journaux fournissent des témoignages d'Israéliens qui étaient à proximité du site de ce massacre qui est le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis et qui font état du traumatisme provoqué par ce massacre, non seulement à Las Vegas, mais également dans l'ensemble des États-Unis. Les sites publient les communiqués de condoléances envoyés hier par le président de l'État Reuven Rivlin et par le Premier ministre Benjamin Netanyahou au président américain Donald Trump après ce massacre et la condamnation sans appel de cet acte par l'État d'Israël. La radio israélienne a interrogé ce matin le consul général d'Israël à Los Angeles, Avner Saban, qui s'est rendu hier à Las Vegas pour vérifier si des Israéliens avaient été blessés ou tués dans le massacre. À l'issue de ces vérifications, il n'y a aucun Israélien parmi les 59 tués et également aucun Israélien blessé. Sur les 18 Israéliens qui n'avaient pas donné de nouvelles après le drame, 14 ont été repérés. Seule une famille israélienne de 4 personnes qui devait se trouver à Las Vegas n'a pas donné signe de vie pour l'instant, mais l'on espère donc pouvoir entrer en contact avec elle assez rapidement. Le site Walla indique que les autorités américaines mettent en doute la véracité de la revendication de ce massacre par Daesh, qui a prétendu que l'assassin Stephen Paddock s'était récemment converti à l'islam et qu'il avait commis son terrible méfait en son nom. Selon les estimations des enquêteurs de la police américaine, l'assassin souffrait de troubles psychotiques. Dans leurs analyses, les éditorialistes israéliens insistent sur la terrible facilité avec laquelle n'importe qui peut s'acheter en Israël, n'importe qui peut s'acheter aux États-Unis n'importe quelle arme, sur le fait que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a renforcé le déjà très puissant lobby des marchands d'armes qui protège le fameux second amendement de la Constitution américaine. Le Haaretz écrit ce matin que pour une fois, Donald Trump a réagi comme il le fallait en affirmant qu'il s'agissait là d'un mal absolu. Cette attaque était un mal absolu, mais que sur le fond, cela ne s'en changeait rien et que tant qu'il n'y aurait pas de réforme constitutionnelle, le président américain resterait impassible, et ce jusqu'au prochain massacre. Le Israël Hayom annonce que l'Amérique est en deuil et que tous les drapeaux ont été mis en berne aux États-Unis. D'ailleurs, le journal nous montre une photo de la mairie de Tel Aviv sur la place Rabin qui a été illuminée hier soir aux couleurs de la bannière étoilée en signe de solidarité avec la nation américaine en ces heures difficile. Et puis, le Maariv, lui, indique que le père de l'assassin Stephen Paddock était lui aussi un personnage extrêmement violent et psychopathe qui s'était spécialisé dans les hold-up dans les années 60 et qui, après s'être évadé d'une prison américaine, figurait sur la liste des personnes les plus recherchées aux États-Unis. Tel père, tel fils, titre ce matin le Maariv. Et puis justement, et là nous changeons totalement de sujet, le Maariv cite en évidence, et l'on revient en Israël, les propos du ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman. Lors de leur prochaine confrontation, les ennemis d'Israël n'hésiteront pas à frapper le cœur des grandes villes israéliennes, a déclaré Avigdor Lieberman. Si nos ennemis dépassent certaines bornes, ils devront savoir que notre riposte sera sans merci et qu'ils paieront le prix lourd pour cela. Dans un tel cas de figure, Israël n'aura pas le luxe de faire durer cette confrontation. Il devra la faire aboutir très rapidement, a déclaré Avigdor Lieberman lors d'une cérémonie en l'honneur d'officiers de Tsahal. Les quotidiens et les médias israéliens s'intéressent de près hier à la visite de Rami Hamdallah, le Premier ministre palestinien à Gaza, une visite qui a débuté hier
Rami Hamdallah, qui est à la tête d'une importante délégation du gouvernement de l'autorité palestinienne, et de nombreux hauts fonctionnaires qui vont être chargés de prendre de manière effective le contrôle civil de la bande de Gaza. Le Israël Hayom indique que c'est aujourd'hui que se tiendra à Gaza une première réunion du Conseil des ministres palestiniens, que le Hamas a, dans le cadre de la réconciliation avec l'autorité palestinienne, démantelé les conseils de gestion de la bande de Gaza. Mais le journal souligne que le mouvement terroriste, refuse pour l'instant de céder le contrôle de ses forces de sécurité et de démanteler sa branche armée Azzedine El-Qassam. Selon la seconde chaîne de télévision, et selon en particulier son célèbre expert du monde arabe, Ehudi Hari, il faut faire montre d'une certaine prudence face à ce rapprochement interpalestinien. Ehudi Hari indique que ce sont les Égyptiens et en particulier les services de renseignement égyptiens, qui parrainent cette démarche et qui ont poussé les deux composantes du mouvement palestinien à se réconcilier. Selon lui, les Égyptiens n'ont pas réglé tous les différences entre ces deux parties, mais ils ont estimé qu'une fois la démarche de rapprochement enclenchée et officialisée, celle-ci ne pourrait s'arrêter. Quant à Avi Sakharov, il affirme dans son commentaire sur le site du Times of Israel ce matin que le Hamas pourrait conserver un statut semblable à celui du Hezbollah au Liban, à savoir être une sorte d'État dans l'État. Cependant, le conseiller spécial du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a affirmé hier que les États-Unis saluaient certes ce rapprochement, mais il a souligné que tout gouvernement palestinien devra reconnaître l'État d'Israël. Donc une réaction américaine à ces derniers développements au sein du mouvement palestinien. Nous changeons là encore une fois de registre. Qui a dénoncé Anne Frank ? C'est une question qui, plus de 70 ans après la Shoah et après la disparition dans les camps de la jeune fille juive, auteur du plus célèbre journal personnel de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, demeure toujours sans véritable réponse. Et il s'avère, comme nous l'indiquent les sites d'information, qu'un ancien enquêteur du FBI, Vance Pinkoki, qui est passionné par l'histoire d'Anne Frank, a décidé de rouvrir l'enquête sur l'identité de la personne qui l'aurait dénoncé aux nazis. Avec une vingtaine d'enquêteurs, il entend utiliser les technologies modernes très sophistiquées pour tenter de répondre à cette question. Et puis un événement plus anecdotique, plus régional, qui est répercuté ce matin dans le Israël Hayom et qui concerne en particulier les habitants des quartiers de Katamon, de Baka et de Emek Rephaim à Jérusalem, dont votre serviteur fait partie. À la fin du mois d'octobre, la piscine municipale de Jérusalem fermera définitivement ses portes après 60 ans d'existence. Cette piscine est la plus grande de la capitale. Elle accueille donc depuis plus de 6 décennies de très nombreux nageurs, dont plusieurs sont très célèbres, comme le président de l'agence juive Nathan Sharansky. Après plusieurs tentatives, ces dernières années, la piscine avait été en danger de fermeture, mais la pression populaire avait empêché cette fermeture. Mais là, apparemment, elle a été vendue à un investisseur immobilier qui va la transformer en un complexe avec plusieurs dizaines d'appartements. Une piscine, certes plus petite, sera tout de même construite dans l'enceinte de ce complexe, mais la piscine historique vit donc actuellement ses derniers jours. Le Times of Israel annonce l'ouverture du séminaire René Cassin au sein de la Fondation du judaïsme français. Ce séminaire aura, selon la Fondation, une vocation à débattre des grandes thématiques qui se rapportent à la communauté juive. Le premier thème de ce nouveau séminaire sera « Les Juifs ont-ils un avenir dans l'Europe du XXIe siècle ?» Et c'est le professeur émérite de l'Université de Paris, Diderot, Jean-Claude Milner, qui donnera une conférence inaugurale sur ce thème. Plus de détails sur le site du Times of Israel de ce matin. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Sam Kadosh, le directeur général du CNEF, qui va nous parler du CNEF en particulier, mais aussi en particulier de la soirée, la veillée traditionnelle d'Hoshana Rabbah qui se tiendra mardi soir prochain, dans une semaine, à Jérusalem et à Tel Aviv. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.